Le 18 mai 1819, lorsque le brick L'Espérance jeta l'ancre dans le port de Fort-de-France, en Martinique, l'odeur qui s'échappait de ses cales était si pestilentielle que les dockers refusèrent d'approcher le navire. Claude Moreau, inspecteur portuaire de 43 ans et vétéran de 23 années de service dans les ports français des Antilles, monta à bord pour l'inspection sanitaire réglementaire. Ce qu'il découvrit dans les entrailles du navire le fit vomir instantanément, malgré 2 décennies passées à inspecter des cargaisons d'êtres humains dans des conditions qu'il croyait avoir vues sous toutes leurs formes. Dans son rapport officiel, découvert en 1964 dans les archives départementales de la Martinique, Moreau écrivit simplement « En 23 ans comme inspecteur sanitaire des colonies, je n'avais jamais été témoin de conditions aussi abominables. Ce que j'ai vu à bord de l'Espérance n'était pas du transport d'esclaves. C'était de l'extermination systématique. » Des 400 Africains embarqués à Ouidah 14 semaines plus tôt, seulement 88 respiraient encore. 312 êtres humains étaient morts durant la traversée, un taux de mortalité de 78% qui défiait toute statistique connue du commerce triangulaire. Même les capitaines les plus cruels, ceux dont les noms étaient prononcés à voix basse dans les tavernes des ports négriers, maintenaient généralement des taux de mortalité entre 15 et 20%. Le capitaine Jacques Mercier, de 47 ans, commandant de l'Espérance, avait réussi à tuer près de 4 fois plus d'âmes que la moyenne acceptable de cette industrie déjà génocidaire. Ce qui rend cette histoire plus dévastatrice encore, c'est qu'elle n'était pas le résultat d'une tempête catastrophique, d'une épidémie foudroyante, ou d'un quelconque acte de Dieu. C'était le produit d'une négligence criminelle calculée, d'une ivresse chronique, et d'une cupidité si absolue qu'elle transformait la mort humaine en simple entrée comptable dans un grand livre commercial. Mercier lui-même, dans une lettre aux armateurs du navire découverte dans les archives nationales en 1964, décrivit la traversée comme économiquement inefficace mais toujours profitable. Pour lui, les 312 morts n'étaient pas des vies perdues. C'étaient des unités de marchandises dépréciées. Avant de plonger dans cette histoire qui révèle les profondeurs insondables de la cruauté humaine, assurez-vous d'être abonné à notre chaîne et d'activer la cloche de notification. Car ce que vous allez découvrir sur l'Espérance, le navire dont le nom était une ironie macabre, va remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur l'économie impériale française et le prix humain de chaque livre de sucre, chaque once de tabac, et chaque balle de coton qui enrichissait les salons de Paris. Le port de Ouidah, dans le royaume du Dahomey, était en mars 1819 l'un des centres névralgiques du commerce d'esclaves sur la côte occidentale de l'Afrique. Malgré le congrès de Vienne de 1815 qui avait officiellement aboli le trafic négrier, la réalité sur le terrain était tout autre. Les navires français, britanniques, portugais et hollandais continuaient à affluer vers les comptoirs côtiers, où des rois africains complices vendaient les prisonniers de guerre, les criminels condamnés, et parfois simplement des villageois capturés lors de raids organisés spécifiquement pour alimenter ce commerce lucratif. Le brick L'Espérance, construit à Nantes en 1803, avait été conçu spécifiquement pour le commerce triangulaire. 180 tonneaux de jauge, 3 mâts, une coque renforcée pour résister aux tempêtes atlantiques, et surtout des cales modifiées pour maximiser le chargement humain. L'architecte naval qui avait dessiné les plans, un certain Augustin Leroux, avait calculé que le navire pouvait transporter jusqu'à 450 Africains en utilisant le système dit de serrage dense. Les captifs étaient disposés côte à côte, enchaînés, dans un espace de seulement 1,20 m de hauteur, chaque personne disposant d'un rectangle d'environ 50 cm de largeur et 1,80 m de longueur. L'équivalent d'un cercueil. Jacques Mercier était arrivé à Ouidah le 12 mars 1819 après une traversée depuis Bordeaux qui avait duré 6 semaines. Vétéran de 23 voyages négriers depuis 1796, Mercier s'était forgé une réputation dans les ports de la côte africaine. On l'appelait Mercier le négrier, non pas comme simple description de sa profession, mais comme reconnaissance de son expertise particulière. Il savait comment maximiser les profits en minimisant les coûts, même si cela signifiait accepter des taux de mortalité plus élevés que la moyenne. Sa philosophie, qu'il exprimait ouvertement dans les tavernes de Ouidah, était simple. Mieux vaut transporter 400 nègres et en perdre 100 que de transporter 300 et tous les maintenir en vie. La différence de coût en nourriture et en eau compense largement la perte de quelques unités de marchandises. Le chargement commença le 13 mars au petit matin. Les courtiers locaux, des Africains enrichis par leur collaboration avec les Européens,
amenèrent les captifs par groupe de 20, enchaînés par le cou en fil appelé coffle. Le docteur Antoine Beaumont, médecin de bord de 34 ans qui accomplissait sa première traversée atlantique, fut chargé de l'inspection sanitaire. Son rôle était de rejeter les individus trop malades, trop âgés, ou trop faibles pour survivre à la traversée. Dans son journal médical, conservé aux archives de la marine à Rochefort, Beaumont écrivit « J'ai examiné 427 Africains ce jour-là. J'en ai rejeté 27 pour diverses raisons, tuberculose avancée, blessures infectées, signes de démence. Le capitaine Mercier m'a reproché ma sévérité, arguant que même la marchandise défectueuse pouvait être vendue aux Antilles pour des travaux agricoles de courte durée. » Les 400 captifs finalement sélectionnés furent marqués au fer rouge sur l'épaule gauche avec les initiales « Le » pour l'Espérance. Puis vint le processus que les marins appelaient cyniquement l'emballage. Les Africains furent conduits dans les cales par groupe de 40, dépouillés de tout vêtement, pour prévenir les suicides par pendaison et pour économiser l'espace, et disposés selon un plan méticuleusement établi. Les hommes adultes, au nombre de 230, occupaient la cale principale. Les femmes, 103 au total, étaient placés dans une section séparée. Les 67 enfants, âgés de 5 à 14 ans, étaient entassés dans le faux-pont supérieur. François Dubois, le second du navire, de 39 ans, supervisa personnellement l'opération d'enchaînement. Chaque homme était attaché par des fers au poignet à son voisin immédiat, créant des rangées de 10 à 12 personnes reliées entre elles. Les chevilles étaient également entravées, avec des chaînes suffisamment courtes pour empêcher la marche normale mais assez longue pour permettre un mouvement limité. Le système était conçu pour empêcher la révolte tout en permettant aux captifs d'être amenés sur le pont par groupe pour l'exercice quotidien et le nettoyage des cales. Le 18 mars, l'Espérance quitta Ouida avec sa cargaison humaine. Le docteur Beaumont nota dans son journal « Le navire est chargé au-delà de toute capacité raisonnable. La ventilation dans les cales est insuffisante malgré les grilles installées. La température à l'intérieur dépasse déjà les 35 degrés, et nous n'avons même pas atteint les latitudes équatoriales. J'ai exprimé mes inquiétudes au capitaine, qui m'a répondu textuellement. Vous avez été engagé pour les maintenir en vie assez longtemps pour la vente, pas pour les dorloter comme des nourrissons. Faites votre travail et laissez-moi faire le mien. » Ce que personne ne savait encore, c'est que cette traversée, qui aurait dû durer 8 à 10 semaines selon les routes commerciales standards, allait se prolonger pendant 14 semaines mortelles. Car Jacques Mercier, déjà ivre à 10 heures du matin le jour du départ, commit une erreur de navigation qui coûterait la vie à 312 personnes. La première semaine de navigation fut relativement calme. L'Espérance suivit la côte africaine vers le sud avant de virer à l'ouest pour traverser l'Atlantique. Les rations quotidiennes pour les captifs étaient établies selon un protocole standard, 2 repas par jour, servis à 8 heures du matin et à 5 heures de l'après-midi. Chaque repas consistait en une louche de bouillie de manioc ou de mil, accompagnée d'un quart de litre d'eau. La nourriture était préparée dans de grandes marmites sur le pont et descendue dans les cales dans des seaux en bois. Les captifs, toujours enchaînés, devaient manger avec leurs mains à même le plancher souillé. L'exercice quotidien était une nécessité économique plutôt qu'humanitaire. Les captifs qui restaient immobiles trop longtemps développaient des escarres, des atrophies musculaires, et des problèmes circulatoires qui réduisaient leur valeur marchande. Mercier ordonnait donc que tous les captifs soient amenés sur le pont par groupe de 40 pour 30 minutes d'exercice forcé. Les marins les faisaient sauter et danser au son du tambour et du fouet, un spectacle grotesque que l'équipage trouvait divertissant. Ceux qui refusaient de danser étaient fouettés jusqu'à ce qu'ils obéissent ou perdent connaissance. Le nettoyage des cales était effectué 1 fois par jour, généralement le matin. Les captifs étaient forcés de ramper vers le pont pendant que les marins jetaient des seaux d'eau de mer sur les planchers souillés d'excréments, d'urine, de vomissures et de sang. Cette procédure rudimentaire ne faisait que déplacer la saleté plutôt que la nettoyer véritablement, créant une boue nauséabonde qui stagnait dans les recoins impossibles à atteindre. L'odeur qui montait des cales était si puissante que même les marins endurcis devaient se couvrir le visage avec des chiffons imbibés de vinaigre pour supporter leur travail. Ce que Mercier ne révéla à personne durant cette première semaine, c'est qu'il avait commis une erreur de navigation majeure. Ivre lors du calcul de la route le premier soir en mer,
Il avait mal interprété les lectures de son sextant et avait établi un cap qui déviait de 15 degrés vers le sud de la route optimale. Cette erreur, qui aurait dû être corrigée dès le lendemain matin, ne fut découverte que 8 jours plus tard, quand le second Dubois remarqua que les étoiles ne correspondaient pas à leur position supposée. À ce moment-là, l'Espérance se trouvait 350 milles nautiques au sud de sa route prévue, une déviation qui ajouterait entre 12 et 14 jours supplémentaires à la traversée. Pire encore, cette route les menait directement vers la zone de calmes équatoriaux, une région redoutée des marins où les vents pouvaient disparaître pendant des semaines, laissant les navires immobilisés sous un soleil tropical impitoyable. Dubois confronta Mercier dans la cabine du capitaine. Dans son journal privé, découvert en 1891 dans le grenier de sa veuve à La Rochelle, Dubois écrivit « J'ai informé le capitaine de son erreur de navigation. Il était ivre, comme d'habitude à 7 heures de l'après-midi. Il m'a ri au visage et a dit « Qu'est-ce que ça peut faire, quelques jours de plus ? La marchandise est déjà payée. Ce qui compte, c'est ce que nous en tirerons à l'arrivée. » Je lui ai expliqué que nos réserves de nourriture et d'eau avaient été calculées pour une traversée de 8 à 10 semaines maximum. Avec 12 à 14 jours supplémentaires, nous n'aurions pas assez pour maintenir les rations actuelles. Sa réponse fut « Alors nous réduisons les rations de la marchandise. Ils peuvent survivre avec moins. Ils sont habitués à la famine en Afrique de toute façon. » La deuxième semaine apporta la première mort. Kofi, un homme de 28 ans de l'ethnie Fon, succomba à une dysenterie aiguë le 26e mars. Le docteur Beaumont diagnostiqua l'infection comme résultant de la nourriture contaminée et de l'eau stagnante dans les barils mal nettoyés. Mais ce qui choqua l'équipage ne fut pas la mort elle-même, inévitable dans le commerce négrier, mais le protocole de disposition du corps établi par Mercier. Le matin du 27 mars, le cadavre de Kofi fut traîné sur le pont, toujours enchaîné à 3 autres hommes. Dubois ordonna à l'équipage de déverrouiller les fers pour permettre l'enterrement en mer du corps seul. Mercier, observant la scène depuis la dunette, hurla « Arrêtez ! Qui a autorisé le gaspillage de temps et de main-d'œuvre pour déverrouiller les fers ?» Dubois, stupéfait, répondit « Capitaine, les chaînes peuvent être réutilisées si nous les retirons du corps. » La réponse de Mercier, entendue par tout l'équipage et rapportée dans 3 journaux de bord différents, fut « Les chaînes coûtent 8 francs la paire. Déverrouiller et réattacher prend 15 minutes de travail. Mes marins gagnent 3 francs par jour, ce qui signifie que 15 minutes de leur temps vaut environ 30 centimes. Il est économiquement plus efficace de jeter le corps avec les chaînes que de payer le coût en main-d'œuvre pour les récupérer. » Le cadavre de Kofi fut jeté par-dessus bord, enchaîné à 3 hommes vivants qui durent regarder leurs compagnons morts sombrer dans l'Atlantique, emportant avec lui 8 francs de fer. Cette scène marqua un tournant psychologique pour l'équipage. Plusieurs marins, dont le jeune breton Yann Le Goff, de 22 ans, commencèrent à tenir des conversations discrètes sur l'immoralité de ce qu'ils voyaient. Mais la peur du capitaine, combinée à la perspective de leur part des profits de la vente, chaque marin recevait un bonus équivalent à 2% de la valeur de vente de la cargaison, maintenait leur silence complice. La 3e semaine vit l'épidémie de dysenterie exploser. Le 29 mars, 7 captifs moururent en une seule journée. Le docteur Beaumont, de plus en plus désespéré, identifia la source. L'eau stockée dans des barils en bois mal nettoyés était contaminée par des bactéries fécales. Il recommanda de jeter l'eau contaminée et de puiser de l'eau de mer fraîche qui pourrait être distillée. Mercier refusa catégoriquement. L'eau a déjà été achetée et chargée. Nous ne gaspillerons pas de combustible pour distiller de l'eau de mer quand nous avons des barils pleins. Beaumont inscrivit dans son journal « J'ai cessé d'être médecin aujourd'hui. Je suis devenu comptable de la mort. » Le 2 avril, la situation devint catastrophique. 47 captifs étaient morts. Le docteur Beaumont calcula que la perte acceptable dans le commerce négrier était de 15 à 20%. Sur 400 captifs, cela représentait 60 à 80 morts sur toute la traversée. Mais il n'était qu'à 3 semaines de voyage et avait déjà perdu 47 personnes, un taux de mortalité qui, s'il continuait, éliminerait la totalité de la cargaison avant d'atteindre les Antilles.
Dubois convoqua une réunion dans la cabine du capitaine avec Beaumont. Dans son journal, il écrivit « Nous avons présenté au capitaine une analyse mathématique claire. Au rythme actuel de mortalité, nous arriverons aux Antilles avec moins de 100 captifs vivants, soit une perte de 75%. Même en vendant les survivants au prix maximum de 2 cents francs par tête, nous ne récupérerons que 20 000 francs sur un investissement de 37 000 francs. C'est une perte catastrophique de 17 000 francs. » Le capitaine nous a regardés avec des yeux injectés de sang et a dit « Vous pensez que je ne sais pas compter ? La solution est simple. Nous réduisons les coûts de maintien de la marchandise. Moins de nourriture, moins d'eau, moins de temps gaspillé en nettoyage. Ce qui ne peut pas être sauvé de toute façon ne mérite pas d'investissement supplémentaire. » Cette logique perverse devint la politique officielle. À partir du 3 avril, les rations furent réduites de moitié, une seule louche de bouillie par jour, servie à midi, et 1/8 de litre d'eau. L'exercice sur le pont fut éliminé complètement. Le nettoyage des cales fut réduit à une fois tous les 3 jours. Mercier justifia ses décisions en affirmant qu'elles minimisaient les pertes futures en réduisant les dépenses sur une cargaison déjà compromise. Le résultat fut exactement l'inverse. Affamés, déshydratés, et croupissant dans leurs propres déchets accumulés, les captifs commencèrent à mourir à un rythme encore plus rapide. Le 8 avril, 12 morts. Le 10 avril, 15 morts. Le 14 avril, 18 morts. À la fin de la 4e semaine, 89 personnes étaient mortes, un taux de mortalité de 22% en seulement 28 jours. C'est durant cette période que Amara, une femme de 23 ans de l'ethnie Yoruba, émergea comme figure de résistance silencieuse. Enchaînée dans la section des femmes, Amara avait été capturée lors d'un raid sur son village et séparée de ses 3 enfants qui avaient été vendus à un autre négrier. Elle parlait plusieurs dialectes africains et un peu de portugais, une langue commerciale commune sur la côte. Amara commença à organiser les femmes autour d'elle, créant un système de partage où celles qui recevaient des rations légèrement plus grandes, par hasard de la distribution aléatoire, partageaient avec les plus faibles. Elle enseignait aussi aux autres comment positionner leur corps pour minimiser les escarres, comment respirer lentement pour économiser l'oxygène rare, et comment chanter tout bas des prières qui préservaient un semblant de dignité humaine au milieu de l'horreur. Le docteur Beaumont, lors d'une de ses inspections, remarqua cette organisation émergente. Dans son journal, il écrivit « La femme numéro 47, Amara, montre des signes troublants d'organisation sociale parmi la marchandise féminine. Elle semble avoir établi une hiérarchie de soutien mutuel qui, bien qu'admirable d'un point de vue humain, pourrait représenter un risque de révolte coordonnée. J'ai recommandé au capitaine une séparation stratégique. » Mercier ordonna qu'Amara soit transférée dans une section isolée de la cale, enchaînée seule dans l'obscurité. Mais le mouvement qu'elle avait créé continua sans elle, les femmes maintenant un système de soutien mutuel qui leur donnait une raison de continuer à vivre malgré l'enfer quotidien. La 5e semaine apporta une nouvelle calamité qui surpasserait même l'épidémie de dysenterie, la calmarie. Le 18 avril, les vents cessèrent complètement. L'Espérance se retrouva immobilisée au milieu de l'Atlantique, ses voiles pendantes et inutiles, sous un soleil équatorial impitoyable. Pour les 12 jours suivants, le navire dériva lentement, avançant à peine de quelques milles par jour, chaque heure ajoutant à la torture des captifs emprisonnés dans les cales surchauffées. La température dans les compartiments à esclaves atteignit 43 degrés Celsius. Sans circulation d'air, sans mouvement du navire pour créer une brise même minimale, les cales devinrent des fours où les captifs cuisaient littéralement dans leur propre sueur et leurs excréments. Le docteur Beaumont descendit pour son inspection quotidienne le 20 avril et remonta immédiatement, vomissant violemment par-dessus le bastingage. Dans son journal, il écrivit « La chaleur et l'odeur sont au-delà de toute description. Plusieurs captifs sont déjà morts de déshydratation aiguë, leur corps desséché comme des momies égyptiennes. D'autres montrent des signes de délire thermique, hurlant dans leurs langues incompréhensibles, tirant sur leurs chaînes jusqu'à ce que leurs poignets et chevilles soient à vif. J'ai supplié le capitaine de permettre aux captifs de monter sur le pont par groupe, ne serait-ce que pour quelques minutes de répit. Il a refusé, affirmant que la chaleur éliminerait naturellement les spécimens les plus faibles,
améliorant ainsi la qualité moyenne de la marchandise survivante. Le 22 avril 1819 fut le jour le plus meurtrier de toute la traversée. 34 captifs moururent en 24 heures. L'équipage, forcé de descendre dans les cales pour retirer les cadavres, découvrit des scènes d'horreur qui entraient certains marins pour le reste de leur vie. Dans plusieurs cas, des captifs affamés avaient commencé à manger les chairs des morts récents, leur faim extrême annihilant toute prohibition culturelle ou religieuse contre le cannibalisme. Yann Le Goff, le jeune marin breton, écrivit dans son journal, découvert dans les archives familiales en 1923, « J'ai vu l'enfer aujourd'hui, et il ne ressemble pas aux peintures d'église. L'enfer est un espace d'1,20 m de hauteur où des êtres humains sont transformés en bêtes par la faim et le désespoir. J'ai vu une femme, enchaînée à côté du cadavre de ce qui semblait être son enfant, qui regardait dans le vide avec des yeux morts pendant que d'autres autour d'elle suppliaient pour de l'eau dans des langues que je ne comprenais pas. Et j'ai réalisé que nous, l'équipage, nous sommes aussi coupables que le capitaine. Car nous voyons et nous ne faisons rien. » C'est à ce moment-là que Mercier, finalement sobre pendant quelques heures par manque d'alcool, ses réserves personnelles de rhum s'étaient épuisées, sembla réaliser l'ampleur de la catastrophe financière qui se déroulait. 123 personnes étaient mortes, plus de 30% de sa cargaison, et il n'était même pas à mi-chemin de la traversée. Sa réaction ne fut pas de remords mais de rage. Rage contre les captifs qui mouraient trop facilement. Rage contre le docteur Beaumont qui n'avait pas réussi à maintenir la marchandise en vie. Rage contre le temps lui-même qui refusait de fournir le vent nécessaire. Dans un moment de lucidité terrible, Mercier ordonna ce qu'il appela des améliorations d'urgence. Les captifs seraient amenés sur le pont par groupe de 40 pour 30 minutes d'exposition à l'air, une fois par jour. Les rations d'eau seraient augmentées légèrement, à 1/4 de litre par jour. Et le nettoyage des cales reprendrait quotidiennement. Ces mesures, qui auraient dû être en place depuis le début, venaient trop tard pour sauver la majorité des condamnés. La première session des R sur le pont le 23 avril se termina en tragédie. Parmi le premier groupe de 40 captifs amenés à la lumière du jour, une jeune fille nommée Ifeu, de 16 ans, soudainement exposée au ciel ouvert après des semaines d'obscurité et de désespoir, se jeta par-dessus le bastingage. Enchaînée à 3 hommes, elle les entraîna tous avec elle dans l'Atlantique. L'équipage réussit à sortir 2 des hommes de l'eau, mais Ifeu et le 3e homme se noyèrent avant de pouvoir être récupérés. Mercier ordonna que l'incident soit enregistré dans le journal de bord comme perte de 4 unités de marchandises par suicide, valeur totale estimée, 320 francs. Les vents revinrent finalement le 30 avril, mais Mercier avait perdu 12 jours précieux à dériver. L'Espérance reprit sa progression vers l'ouest, mais les dommages étaient faits. 139 captifs étaient morts, et le rythme des décès continuait à s'accélérer. Les survivants étaient dans un état de détérioration physique et psychologique si avancé que même s'ils atteignaient la Martinique en vie, leur valeur marchande serait sévèrement compromise. C'est durant cette période que le docteur Beaumont prit une décision qui le hanterait jusqu'à sa mort en 1847. Confronté quotidiennement à des agonies prolongées, à des mourants qui suppliaient pour une fin qui ne venait pas, il commença à administrer des doses sublétales d'opium aux cas les plus désespérés. Dans son journal médical, le 8 mai, il écrivit « Je suis devenu ce que j'ai juré de ne jamais être, un médecin qui tue pour épargner. Mais dans un enfer où 312 âmes ont déjà péri, que sont 20 morts rapides et sans douleur comparées à 20 agonies prolongées. Je me console en me disant que j'offre de la miséricorde dans un lieu qui n'en connaît aucune. Mais je sais que c'est un mensonge. Je tue parce que c'est plus facile pour moi que de regarder souffrir. » Cette euthanasie administrative, comme Beaumont l'appelait dans ses notes privées, accéléra encore le taux de mortalité. Entre le 8 et le 15 mai, 23 captifs moururent de ce que le journal de bord officiel décrivait comme défaillance organique naturelle, mais que le journal privé de Beaumont révélait comme des empoisonnements délibérés par overdose d'opium. La 6e et 7e semaine virent l'équipage lui-même commencer à se désintégrer psychologiquement. Yann Le Goff, le jeune breton, organisa discrètement un groupe de 6 marins qui partageaient son dégoût pour ce qui se passait. Leur plan était simple mais audacieux. Pendant le quart de nuit, ils prendraient le contrôle du navire, enfermeraient Mercier dans sa cabine, et déroutaient l'Espérance vers le port britannique le plus proche.
La Grande-Bretagne avait non seulement aboli le trafic d'esclaves mais patrouillait activement l'Atlantique pour arrêter les navires négriers. En livrant Mercier et son navire aux autorités britanniques, les mutins espéraient sauver les captifs survivants et leur propre conscience. Le complot fut découvert le 11 mai quand un des marins, ivre et rongé par le doute, révéla le plan au second Dubois, espérant peut-être obtenir la clémence. Dubois informa immédiatement Mercier. La réponse du capitaine fut brutale et exemplaire. Le 12 mai au lever du soleil, Yann Le Goff fut pendu au grand mât devant tout l'équipage assemblé. Avant de placer la corde autour du cou du jeune homme de 22 ans, Mercier prononça un discours que plusieurs marins rapportèrent plus tard. Cet homme a oublié une vérité fondamentale. Sur ce navire, il n'y a qu'un seul Dieu, et c'est moi. Il n'y a qu'une seule loi, et c'est le profit. Quiconque défie ces vérités subira le même sort. Le corps de Le Goff resta suspendu au mât pendant 3 jours comme avertissement. Pendant ce temps, Mercier doubla la surveillance de l'équipage, interdisant aux marins de parler entre eux sauf pour les communications strictement nécessaires au fonctionnement du navire. La terreur imposée fut efficace, il n'y eut plus aucune tentative de mutinerie. Mais dans sa cabine, seul avec sa bouteille, Mercier écrivit dans son journal personnel. La discipline a été restaurée aujourd'hui par la pendaison d'un traître. La marchandise est dépréciée à 68%, mais 32% de 400 têtes me donneront encore 128 esclaves à vendre. Au prix actuel du marché de 200 francs par tête pour de la marchandise en état médiocre, je peux espérer 25 600 francs. Moins les coûts d'exploitation de 14 000 francs, j'aurai un profit net de 11 600 francs. Pas ce que j'espérais, mais toujours un profit respectable. Cette comptabilité macabre ignorait complètement la réalité dans les cales. Amara, qui avait survécu à son isolement, fut replacée avec les autres femmes le 15 mai quand Mercier décida que l'espace perdu pour son confinement solitaire était un gaspillage de ressources. Elle découvrit que durant son absence de 3 semaines, 47 des 103 femmes originelles étaient mortes. Les survivantes étaient des spectres vivants, leur corps réduit à la peau et aux os, leurs yeux vides de toute expression humaine reconnaissable. Mais Amara remarqua quelque chose que personne d'autre, pas même le docteur Beaumont, n'avait pleinement compris. Mercier gardait intentionnellement les cadavres dans les cales plus longtemps que nécessaire. Ce n'était pas de la simple négligence ou de la cruauté gratuite. C'était une stratégie calculée. Les corps en décomposition créaient une telle horreur que les vivants restaient absolument immobiles dans leur chaîne, trop terrifiés et dégoûtés pour bouger. Cette immobilité réduisait leur consommation d'énergie, ce qui signifiait qu'ils avaient besoin de moins de nourriture. Dans une lettre aux armateurs découverte en 1964, Mercier expliquait sa technique. J'ai découvert que la présence de cadavres en décomposition parmi les vivants crée un état de soumission totale qui élimine le besoin de discipline par le fouet. Les vivants sont si horrifiés qu'ils cessent toute résistance. De plus, l'odeur de la mort remplit l'air à un tel point que même l'odeur pestilentielle de leurs propres excréments devient tolérable par comparaison. C'est une méthode d'économie efficace. Je maintiens la soumission sans dépenser de ressources en châtiment physique. Le 18 mai, alors que la côte de la Martinique apparaissait finalement à l'horizon, Mercier ordonna une opération de nettoyage final. Tous les cadavres accumulés dans les cales, 47 au total, devaient être jetés à la mer en une seule opération de 2 heures. L'équipage descendit dans ce qu'un marin décrivit comme une vision dantesque d'un enfer aquatique pour extraire les corps. Ce qu'ils découvrirent était encore plus perturbant que ce qu'ils avaient imaginé. 11 des cadavres identifiés étaient en réalité des captifs encore vivants, mais dans un état catatonique si profond qu'ils semblaient morts. Leurs yeux étaient ouverts, mais ne réagissaient pas à la lumière. Leur respiration était si faible qu'elle était presque imperceptible. Leur peau était froide au toucher. Dubois demanda à Mercier ce qu'il fallait faire avec ces vivants morts. La réponse du capitaine fut « La marchandise endommagée, au-delà de toute valeur de revente, n'a pas de raison d'être conservée. Jetez-les avec les vrais cadavres. Nous ne pouvons pas nous permettre de nourrir des légumes humains qui ne généreront aucun profit. » Les 11 catatoniques furent jetés par-dessus bord avec les 47 cadavres, dans ce qui constitua techniquement un meurtre de masse en haute mer. François Dubois, qui supervisa l'opération,
écrivit dans son journal cette nuit-là. Aujourd'hui, j'ai aidé à tuer 11 êtres humains qui vivaient encore, aussi diminués qu'ils étaient. Je l'ai fait parce que j'avais peur de défier le capitaine. Je l'ai fait parce que je voulais toujours ma commission sur la vente de la cargaison restante. Je l'ai fait parce que j'ai découvert quelque chose de terrible sur moi-même. Je suis capable de meurtre si le prix est juste et si je peux me convaincre que les victimes ne comptent pas vraiment comme humaines. Que Dieu me pardonne, car je ne pourrai jamais me pardonner moi-même. L'Espérance jeta l'ancre dans le port de Fort-de-France le 21 mai 1819 à 14h30 précise. Des 400 Africains embarqués à Ouidah 14 semaines plus tôt, 88 respiraient encore. 312 étaient morts durant la traversée, jetés à la mer souvent encore enchaînés parce que les chaînes étaient trop chères pour être gaspillées. Le taux de mortalité de 78% était si extrême qu'il choqua même l'inspecteur portuaire Claude Moreau, un homme qui avait vu des horreurs pendant 2 décennies dans les ports négriers des Antilles. Dans son rapport officiel, daté du 22 mai 1819 et découvert dans les archives départementales de la Martinique en 1964, Moreau écrivit « J'ai monté à bord du brick l'Espérance pour l'inspection sanitaire réglementaire et j'ai immédiatement été confronté à une odeur si pestilentielle que plusieurs dockers ont refusé d'approcher le navire. L'examen des cales a révélé des conditions qui dépassent en horreur tout ce que j'ai pu témoigner en 23 années de service dans les colonies. Les 88 survivants sont dans un état de détérioration physique et psychologique si avancé que leur survie même semble miraculeuse. Plusieurs présentent des escarres profondes jusqu'à l'os, des signes de malnutrition extrême, et des infections multiples qui nécessiteront des semaines de traitement médical. Sur les 88, j'estime que moins de 60 survivront à la quarantaine réglementaire. Ce que j'ai vu aujourd'hui n'était pas du transport commercial d'esclaves, même dans les pires conditions habituelles de cette pratique détestable. C'était de l'extermination systématique déguisée en navigation commerciale. Les 88 survivants furent transportés au lazaret de Fort-de-France, une installation de quarantaine située à l'extérieur de la ville où les cargaisons d'esclaves nouvellement arrivés étaient examinées, traitées pour les maladies et conditionnées pour la vente. Le docteur Pierre Lavoisier, médecin en chef du lazaret, fut assigné au traitement des survivants de l'Espérance. Dans ses notes médicales, conservées aux archives de l'hôpital colonial, il documenta l'état des captifs avec une précision clinique qui révèle l'horreur de leurs conditions. Patient numéro 1, femme, environ 23 ans, origine ethnique probable Yoruba. Poids estimé, 38 kg pour une taille d'1,65 m. Escarre de niveau 4 sur les points de pression, hanches, épaules, côtes, exposant l'os dans plusieurs cas. Malnutrition sévère avec signe de kwashiorkor. Infections multiples nécessitant débridement chirurgical. État psychologique, mutisme complet, regard fixe, aucune réaction aux stimuli externes. Pronostic, survie improbable. Cette femme était Tamara. Contre toute attente, elle survivrait à la quarantaine, mais seulement pour être vendue à une plantation de canne à sucre où elle mourrait 7 mois plus tard de malaria, son corps trop affaibli pour combattre l'infection. Durant les 6 semaines de quarantaine, 31 des 88 survivants moururent. Leurs corps, déjà tellement endommagés par la traversée, ne purent se rétablir malgré les soins médicaux disponibles. Le docteur Lavoisier nota que plusieurs mouraient non pas de maladies spécifiques, mais de ce qu'il appelait un abandon complet de la volonté de vivre. Dans un langage moderne, on pourrait diagnostiquer un trouble de stress post-traumatique si sévère qu'il provoquait une défaillance organique. Le 15 juillet 1819, 57 survivants furent déclarés aptes à la vente et amenés au marché aux esclaves de Fort-de-France. Parmi eux se trouvait Amara, qui fut vendu pour 164 francs à un planteur nommé Auguste Borgard, propriétaire de la plantation Bellevue spécialisée dans la production de sucre. Le prix était bien inférieur au prix standard de 200 francs pour un esclave en bonne santé, reflétant son état physique compromis. Les 57 survivants générèrent un revenu total de 9 800 francs pour les armateurs de l'Espérance. Après soustraction des coûts d'exploitation, salaire de l'équipage, nourriture, eau, entretien du navire, taxes portuaires, de 14 000 francs, et le coût initial d'achat des 400 captifs à Ouidah de 37 000 francs, l'expédition résulta en une perte nette de 41 200 francs. Mais voici le détail le plus révoltant.
le capitaine Jacques Mercier ne fut jamais poursuivi criminellement pour les 312 morts à bord de l'Espérance. En 1819, bien que le Congrès de Vienne de 1815 ait officiellement aboli le trafic d'esclaves, la France ne fiscalisait pas sérieusement cette interdiction. Les autorités coloniales de la Martinique considéraient les morts à bord des navires négriers comme une simple perte commerciale plutôt qu'un crime. La seule punition imposée à Mercier fut une amende administrative de 800 francs pour hygiène navale inadéquate et non-respect des protocoles sanitaires, infligée par le Bureau de la santé publique coloniale. Cette somme représentait moins de 2% du revenu qu'il avait espéré générer de la vente. Dans les calculs financiers finaux, Mercier perdit de l'argent sur ce voyage, mais il ne perdit jamais sa licence de capitaine de navire, il ne fut jamais emprisonné, et il ne fut jamais jugé pour aucun des 312 homicides qu'il avait commis. Plus choquant encore, Mercier continua à naviguer comme capitaine de navire négrier. Entre 1819 et 1827, quand la France commença finalement à fiscaliser sérieusement l'interdiction du trafic d'esclaves, il compléta 8 traversées supplémentaires de l'Afrique vers les Antilles. Toutes ces traversées eurent des taux de mortalité supérieurs à 40%. Au total, durant sa carrière de 32 ans comme capitaine négrier, Jacques Mercier transporta environ 7000 Africains captifs, dont au moins 3200 moururent durant les traversées, un taux de mortalité cumulatif de près de 46%. Il mourut en 1834 à Bordeaux, riche et respecté, propriétaire de plusieurs immeubles dans le centre-ville achetés avec les profits de décennies de trafic d'êtres humains. Son testament, découvert dans les archives notariales, révèle une fortune de 92 000 francs, l'équivalent de plusieurs millions d'euros aujourd'hui. Il ne mentionna jamais les milliers de vies qu'il avait détruites pour accumuler cette richesse. Sa pierre tombale dans le cimetière de la Chartreuse à Bordeaux décrit simplement « Jacques Mercier, capitaine au long cours, serviteur fidèle du commerce français ». En 1964, l'historien français Jean-Michel Deveau découvrit aux Archives nationales une collection de documents liés à l'Espérance qui avaient été classés par erreur dans les dossiers de la marine marchande plutôt que dans les archives coloniales. Parmi ces documents se trouvait une lettre extraordinaire que Mercier avait écrite en 1823 aux armateurs bordelais qui finançaient ses expéditions. Cette lettre, publiée pour la première fois dans l'ouvrage de Deveau Le commerce triangulaire, Vérités occultées en 1974, offre un aperçu glaçant de la mentalité qui rendait possible l'horreur de l'Espérance. Mercier écrivait « Messieurs les armateurs, je réponds à vos inquiétudes concernant les taux de mortalité élevés sur mes traversées récentes. Vous devez comprendre que le commerce triangulaire est avant tout une question de mathématiques. Les bien intentionnés qui clament pour l'humanité ne comprennent pas que l'humanité ne nourrit pas les familles françaises, ne construit pas les flottes françaises, et ne maintient pas la grandeur de l'Empire français. Chaque navire négrier qui part d'Afrique enrichit 100 familles en France, les armateurs, les investisseurs, les constructeurs navals, les fabricants de chaînes, les producteurs de nourriture pour les traversées, les marchands qui vendent le sucre et le coton produits par les esclaves, et les consommateurs qui profitent de prix bas rendus possibles par le travail gratuit. Les 312 âmes perdues sur l'Espérance ont acheté le sucre qui adoucit le café des Parisiens, le coton qui habille les nobles de Versailles, le tabac qui remplit les salons de Bordeaux. La France a été construite sur des tombes anonymes dans l'Atlantique. Et je suis simplement un parmi 1000 architectes de cet empire. Si vous souhaitez des taux de mortalité plus bas, vous devez accepter des coûts plus élevés, des voyages plus longs, et des profits réduits. Mais je soupçonne que lorsque vous regardez vos livres de comptes, vous trouverez que même avec mes pertes élevées, mes expéditions génèrent des retours sur investissement qui satisfont vos actionnaires. Cette lettre ne reçut jamais de réponse enregistrée. Les armateurs continuèrent à financer les voyages de Mercier jusqu'en 1827. Leur silence était leur réponse. Les profits importaient plus que les vies. L'histoire de l'Espérance resta largement méconnue pendant 145 ans. Ce n'est qu'avec les recherches de Deveau dans les années 60, suivies par des travaux d'historiens comme Olivier Pétré-Grenouillot et Éric Saugerat dans les années 90 et 2000, que l'ampleur de cette tragédie spécifique émergea des archives poussiéreuses. Mais même ces révélations académiques ne capturèrent pas l'attention du public français. L'histoire de l'Espérance, comme celle de milliers d'autres navires négriers, resta une note de bas de page dans les livres d'histoire, largement ignorée dans l'éducation nationale française. En 1974,
une découverte archéologique apporta une conclusion macabre à l'histoire. Une équipe de plongeurs amateurs cherchant des épaves historiques au large de la côte sud de la Martinique découvrit les restes d'un navire du XIXe siècle à 40 mètres de profondeur. L'épave fut identifiée comme étant l'Espérance grâce à une plaque de bronze gravée fixée sur le gouvernail qui portait le nom du navire et sa date de construction. L'Espérance, Nantes, 1803. Le navire avait apparemment coulé lors d'un voyage ultérieur, probablement durant l'une des 8 traversées que Mercier effectua après 1819. Les plongeurs explorèrent les cales effondrées et découvrirent ce qui confirma définitivement l'identité du navire, des centaines de fers d'esclaves encore attachés au reste de la structure en bois. Plus troublant encore, certaines de ces chaînes contenaient des fragments osseux humains toujours emprisonnés dans le métal corrodé. 155 ans après avoir coulé, les victimes de l'Espérance étaient toujours enchaînées dans ses entrailles. Une métaphore macabre parfaite pour un crime dont les conséquences résonnent encore aujourd'hui, non seulement dans les communautés descendant des survivants, mais dans les structures économiques et les hiérarchies raciales qui continuent à marquer les sociétés des Antilles françaises. Les 312 Africains qui moururent à bord de l'Espérance n'étaient pas des statistiques. Ils étaient des pères et des mères, des fils et des filles, des guérisseurs et des guerriers, des conteurs et des artisans. Chacun avait un nom, une histoire, une famille qui ne sut jamais ce qui leur était arrivé. Leurs corps furent jetés dans l'Atlantique sans cérémonie, sans prière, souvent encore enchaînés parce que les chaînes étaient trop chères pour être gaspillées. Amara, la femme Yoruba qui organisa la résistance silencieuse dans les cales, mourut de malaria sur la plantation Bellevue en février 1820, 7 mois après avoir été vendue. Elle avait 24 ans. Elle ne revit jamais ses 3 enfants, vendus à un autre négrier et transportés vers une destination inconnue. Son nom n'apparaît dans aucun registre officiel, sauf comme esclave numéro 47, femme, africaine, décédée de fièvre dans le livre de comptes de la plantation. François Dubois, le second qui documenta les horreurs à bord de l'Espérance, quitta la mer en 1821 et devint marchand à La Rochelle. Il ne parla jamais publiquement de ce qu'il avait vu, mais son journal privé, découvert dans le grenier de sa veuve en 1891, témoigne de sa conscience torturée. Il écrivit en 1840, 19 ans après sa dernière traversée, « Je rêve encore des cales de l'Espérance. Je vois les visages, j'entends les cris étouffés, je sens l'odeur de la mort et du désespoir. J'ai passé 2 décennies à essayer d'oublier, mais l'oubli ne vient pas. Car j'ai appris une vérité terrible sur moi-même durant ces 14 semaines en 1819. Je suis capable de regarder l'enfer et de ne rien faire pour l'arrêter si le prix de l'action est trop élevé. Je n'ai jamais commis de violence de mes propres mains, mais mon silence était une forme de violence peut-être plus lâche que celle du capitaine qui au moins possédait la franchise de sa brutalité. » Le docteur Antoine Beaumont, le médecin qui administra des doses mortelles d'opium aux mourants, retourna en France en 1820 et ne pratiqua plus jamais la médecine. Il vécut reclus dans une petite maison à Rouen, survivant grâce à une pension minimale. Il se suicida en 1847 par overdose d'opium, l'ironie de cette méthode n'échappant à personne qui connaissait son histoire. Dans une lettre trouvée à côté de son corps, il écrivit « J'ai tué pour épargner la souffrance, me disais-je. Mais la vérité est que j'ai tué parce que c'était plus facile pour moi que de regarder souffrir. Je suis devenu la chose que je prétendais combattre, un agent de la mort déguisé en guérisseur. Il n'y a pas de rédemption pour de tels actes, seulement le silence final. » Jacques Mercier, le capitaine qui transforma une traversée de 8 semaines en 14 semaines de génocide, ne montra jamais aucun remords. Il continua à naviguer, à transporter des esclaves, à tuer des milliers de personnes avec son incompétence alcoolique et sa cupidité calculée. Il mourut riche et respecté, ses crimes jamais reconnus, jamais punis, jamais même pleinement documentés de son vivant. Son héritage fut divisé entre 3 enfants qui utilisèrent l'argent taché de sang pour construire des entreprises respectables et prospères à Bordeaux. Aujourd'hui, certaines de ces entreprises existent encore, leurs origines dans le trafic d'esclaves soigneusement effacées des histoires corporatives officielles. L'histoire de l'Espérance nous force à confronter des vérités inconfortables sur la construction de l'Empire français, et par extension, de la civilisation occidentale moderne.
Le sucre qui adoucissait le café dans les salons parisiens, le coton qui habillait les nobles de Versailles, le tabac qui remplissait les pipes des intellectuels des Lumières. Tous ces produits étaient irrigués par le sang de millions d'Africains réduits à l'état de marchandises dans les cales de navires comme l'Espérance. Entre 1670 et 1831, les navires négriers français transportèrent approximativement 1 380 000 Africains vers les colonies américaines. Le taux moyen de mortalité durant les traversées était d'environ 15%, ce qui signifie que 207 000 personnes moururent en mer. Mais ces chiffres masquent la variabilité extrême. Certains navires arrivaient avec des taux de mortalité de 5%, d'autres, comme l'Espérance, avec 78%. L'Espérance n'était pas une aberration statistique. C'était l'extrême d'un système dont la normalité était déjà génocidaire. Un système où 15% de mortalité était considéré comme acceptable, où 20% était regrettable mais compréhensible, et où seuls les taux dépassant 50% attiraient une attention officielle, généralement sous forme d'amendes administratives mineures plutôt que de poursuites criminelles. Ce système persista parce qu'il était incroyablement profitable. Une seule expédition négrière réussie pouvait générer des profits de 7% ou plus sur l'investissement initial. Ces profits enrichissaient non seulement les capitaines et les armateurs, mais aussi des centaines d'industries connexes, construction navale, fabrication de chaînes et de fer, production alimentaire pour les traversées, assurance maritime, banques qui finançaient les expéditions, gouvernement qui percevait des taxes sur chaque transaction. Le commerce triangulaire était l'épine dorsale de l'économie atlantique du XVIIe au XIXe siècle. Et lorsque les voix commencèrent à s'élever contre cette horreur, lorsque les abolitionnistes dénonçaient la cruauté du trafic négrier, les défenseurs du système répondaient avec des arguments étrangement familiers. C'est légal. C'est profitable. C'est essentiel à notre économie. Les Africains sont habitués à la souffrance. Sans l'esclavage, notre civilisation s'effondrerait. Ces justifications, aujourd'hui reconnues comme moralement monstrueuses, étaient à l'époque considérées comme du pragmatisme économique raisonnable. L'histoire de l'Espérance demande: combien de nos certitudes économiques actuelles seront vues avec le même dégoût moral par les générations futures? Combien d'injustices contemporaines sont-elles aussi rationalisées par l'efficacité économique, par l'argument que c'est regrettable mais nécessaire, par la réduction d'êtres humains à des unités dans des feuilles de calcul de profit? Les 312 Africains qui moururent sur l'Espérance ont été jetés dans l'Atlantique comme des déchets, mais leur vie avait une valeur infinie que Jacques Mercier et ses employeurs ne pouvaient même pas concevoir. Chaque mort représentait l'extinction d'un univers entier de connaissances, de traditions, de relations et de possibilités. Multiplié par 312, puis par les 207 000 qui moururent durant les traversées, puis par les millions qui moururent dans les plantations, puis par les communautés entières en Afrique qui furent détruites pour alimenter le commerce, le coût humain du trafic d'esclaves dépasse tout calcul. Et pourtant, nous devons tenter de calculer, de comprendre, de nous souvenir. Car l'oubli de cette histoire n'est pas neutre. C'est une forme de complément du crime original. Quand Jacques Mercier jeta ses 312 corps à la mer, il espérait qu'ils disparaîtraient sans trace, que leurs histoires seraient effacées, que personne ne se souviendrait jamais de leur nom ou ne demanderait justice pour leur mort. Si cette histoire vous a remué, si elle vous a forcé à repenser ce que vous pensiez savoir sur l'histoire de la France et de son empire colonial, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui doit l'entendre. Laissez un like pour soutenir le travail de documentation de ces histoires occultées. Et surtout, laissez un commentaire. Que pensez-vous de l'histoire de l'Espérance? Croyez-vous que la France a adéquatement confronté son passé esclavagiste? Comment devrions-nous honorer la mémoire des 312 âmes perdues sur ce seul navire? Abonnez-vous et activez les notifications pour ne pas manquer nos prochaines plongées dans l'histoire sombre de l'époque napoléonienne, car il reste tant d'histoires à raconter, tant de voix à faire entendre, tant de vérités à exhumer des archives où elles ont été enterrées par ceux qui préféraient que vous ne les connaissiez jamais. En 1974, quand les plongeurs trouvèrent les restes de l'Espérance au fond de l'océan, avec ses chaînes encore verrouillées sur des fragments osseux humains, 155 ans après le naufrage,
le gouvernement français déclara le site patrimoine maritime protégé. Mais aucun mémorial ne fut jamais érigé. Aucune cérémonie ne fut jamais tenue. Les noms des 312 victimes de 1819 ne furent jamais recherchés dans les archives africaines. Leurs familles ne furent jamais informées de leur sort. Il reste, aujourd'hui encore, des âmes sans nom au fond de l'Atlantique, enchaînées pour l'éternité dans les entrailles d'un navire dont le nom était une promesse cruelle, l'Espérance. Car pour ces 312 hommes, femmes et enfants, l'Espérance mourut dans l'obscurité d'une cale surchauffée, dans la puanteur de la mort et du désespoir, sous le regard indifférent d'un capitaine ivre qui voyait des unités de marchandises là où il aurait dû voir des êtres humains. Et cette mort de l'Espérance, multipliée par millions à travers 3 siècles de commerce triangulaire, a forgé le monde moderne dans lequel nous vivons aujourd'hui, un monde qui porte encore les cicatrices invisibles de cette violence originelle. Certaines injustices sont si profondes que même l'océan ne peut les laver. L'histoire de l'Espérance nous rappelle que le silence face à l'horreur est une forme de complicité, et que notre devoir envers les morts est de nous souvenir, de témoigner, et de nous assurer que de telles atrocités ne se répètent jamais sous quelque forme que ce soit. Car les 312 âmes de l'Espérance méritent au moins cela, que leur mort ne soit pas sans signification, que leur souffrance ne soit pas oubliée, et que leur histoire serve d'avertissement éternel sur ce dont l'humanité est capable lorsque le profit est valorisé au-dessus de la vie humaine.